Merci, merci, merci. On va passer des maladies monogéniques aux maladies multifactorielles en tout cas. Et donc c'est notre plaisir d'accueillir Pierre-Antoine Gouraud, qui est du CHU de Nantes, qui dirige un service qui s'appelle les cliniques de la donnée. Il a été professeur de neurologie à San Francisco. Il est passé d'une côte ouest à l'autre côte ouest. Et il est référent national pour la CEP. Et c'est de ce dont il va parler sur le plan génétique aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Antoine d'avoir accepté d'être conférencier à cette réunion. Merci beaucoup. Je suis vraiment très très honoré. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis effectivement ravi d'être là en voisin venu de Nantes. Alors un peu surpris aussi parce que je vais vous parler d'une génétique qui n'est pas clinique, qui est la génétique de la sclérose en plaques. On aura l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais en tout cas une génétique qui s'est beaucoup développée au cours des 10-15 dernières années. Puis on va essayer d'avoir ensemble ce matin et dans le temps qui vous sépare du déjeuner, peut-être un regard un peu historique sur le développement de cette sclérose en plaques. Avant cela, et c'est une bonne habitude, une petite déclaration de conflit d'intérêts potentiels, même s'ils n'ont rien à voir avec la génétique, pour vous dire que toutes les relations avec les entreprises pharmaceutiques ou autres sont connues, autorisées et contractualisées par le CHU de Nantes et Nantes Université. Je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse avoir une parole libre et indépendante auprès de ces acteurs du monde économique. Plus intéressant sans doute, la sclérose en plaques, qui est vraiment donc la MS, la multiple sclerosis en anglais, qui est vraiment une maladie qui est un paradigme de complexité. On sait qu'il y a de la génétique et des facteurs environnementaux. Les facteurs génétiques, on peut les mesurer. Les facteurs environnementaux, c'est plus compliqué. C'est complexe au sens où effectivement il faut être neuro, radio, immunologue pour en voir les aspects phénotypiques. Et puis c'est aussi une maladie vraiment de la variabilité. Variabilité au cours du temps pour chacun des patients, mais variabilité aussi entre les patients. Alors vous avez l'habitude de connaître cette variabilité quand elle s'exprime à travers la pénétrance ou un déclenchement des symptômes dans les maladies monogéniques. Mais c'est vrai également, et c'est particulièrement vrai dans la sclérose en plaques, on a finalement confronté à cette variabilité, le neurologue peut avoir des difficultés à prendre la bonne décision. Il pratique vraiment l'art de la médecine au sens où, heureusement, désormais, nous avons des traitements, quasiment une vingtaine d'options thérapeutiques, mais pas vraiment de protocole qu'on appliquerait systématiquement ou sur un biomarqueur à tous les patients. Et pour faire le lien avec la génétique, finalement, on a cru longtemps que la génétique était peut-être la source de données à grande échelle qui pourrait nous aider à prendre une meilleure décision pour mieux comprendre la sclérose en plaques ou ses éventuels sous-groupes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors dans la vue traditionnelle de la sclérose en plaques, outre ces critères diagnostiques qui ont évolué au cours du temps, on distingue traditionnellement les formes rémittantes, donc la relapsing remitting MS, avec un peu historiquement deux catégories, les patients qui récupèrent de leurs attaques, de leurs poussées, et puis les séquelles qui finissent par s'accumuler donc sur la partie gauche. On en a aujourd'hui une vision peut-être un peu moins binaire, avec des syndromes qui sont isolés de manière clinique, voire radiologique, qu'on va considérer comme actifs ou non actifs, et qui vont progressivement, éventuellement, faire une transition vers une forme rémitante de la maladie. Et du côté de la progression, là aussi, on avait traditionnellement trois catégories: les formes qui sont progressives d'emblée, celles qui sont progressives secondairement à une phase d'évolution par palier, et puis des formes où on a une accumulation beaucoup plus directe. Et bien aujourd'hui, ces deux catégories, on en voit peut-être davantage finalement un continuum entre des formes véritablement progressives et des formes qui sont secondairement progressives, peut-être aussi modulées par notre capacité à ralentir la progression de la maladie. Alors j'aime bien cette image, elle nous appelle probablement à beaucoup d'humilité. Quand vous regardez un iceberg, c'est vraiment à quelque chose comme ça que ça ressemble. Et nous, on a des débats un peu sur la partie haute. Alors d'un côté, la sclérose en plaques, c'est certainement une maladie démyélinalisante médiée par les lymphocytes, avec des poussées inflammatoires que l'on voit se développer en zone périvénulaire dans le système nerveux central.
Mais c'est peut-être aussi une encéphalopathie diffuse, une maladie de l'immunité autour de la barrière hémato-encéphalique, qui ne cible finalement peut-être pas premièrement la myéline avec des atteintes de substances grises, des atteintes ménagées, et puis grosso modo un climat pro-inflammatoire diffus avec lequel le patient vit. Et c'est finalement cette vision-là qui remet un peu en cause le clivage parfois un peu pratique entre des formes rémitantes et des formes progressives. Alors ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu cette génétique de la sclérose en plaques qui a quand même fait un bond en avant monumental et cela sera naturel pour vous grâce à l'automatisation des techniques de génotypage et puis l'utilisation des ressources de calcul et de stockage de l'information. Et c'est effectivement ces techniques d'analyse sur le génome entier, les fameuses GWAS, qui ont considérablement modifié peut-être notre compréhension de l'architecture génétique d'une maladie multifactorielle complexe, Dominique l'a dit, comme la sclérose en plaques. Et pourtant, la réflexion que je voudrais peut-être essayer de vous livrer, c'est que encore aujourd'hui, c'est des discussions qu'on a à l'intérieur du consortium mondial de la génétique de la sclérose en plaques, cette génétique, on l'interprète probablement trop à la lumière d'une génétique médicale mendélienne. On attend certainement trop de son utilité clinique, que parfois on met nous aussi en avant. Et pourtant, aujourd'hui, c'est plus de 200 régions du génome que l'on connaît qui sont associées à une augmentation du risque d'atteinte de la sclérose en plaques. Il y a une région qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est la région du CMH, la région HLA, qui nous dit aussi peut-être quelque chose de cette architecture de la génétique de la sclérose en plaques. Quelques variants rares, et puis à la périphérie de la sclérose en plaques, et puis en s'interrogeant aussi sur une génétique de la progression de la maladie, certainement quelques résultats récents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tout ça ne serait pas possible sans un consortium mondial de la génétique de la sclérose en plaques qui m'a accueilli après mon assistanat au CHU de Toulouse. Et donc ça veut dire que des groupes qui sont autrefois étaient finalement concurrents avec des personnalités éminentes mais à fort caractère, eh bien ils ont réussi à travailler les uns avec les autres. Et peut-être que, je vais peut-être le dire une seule fois, mais peut-être que nous en France on a un désavantage structurel. Il faudrait déjà qu'on arrive à s'entendre entre CHU, université, INSERM, CNRS pour pouvoir réussir peut-être à prendre toute la place ou à révéler tout le potentiel qui est le nôtre dans ces collaborations internationales. On le fait avec voilà, beaucoup de cœur et une petite équipe. Et en tout cas, je vais vous partager certains des résultats auxquels on a pu contribuer. Alors, premier point, on va parler d'abord de la génétique de la sclérose en plaques avec, sous l'influence des 10-15 dernières années d'analyse de GWAS ou d'analyse d'association génome entier. Pour bien comprendre où on se situe, globalement, quand on fait de la génétique médicale, on est souvent en haut à gauche dans cette diapositive. On est confronté à des mutations, des variants assez rares, et ils ont un effet très fort. Quand on est dans la génétique de la sclérose en plaques, on est plutôt en bas et à droite, avec des variants fréquents, avec des effets très faibles, je vais insister à plusieurs reprises là-dessus, et finalement des patterns, des manières de transmettre la maladie qui sont relativement complexes. Quand on fait une analyse de GWAS, on utilise des SNP. Ces SNP, c'est bon de le rappeler même très rapidement, ils ne sont pas du tout causaux, ils sont souvent choisis parce qu'ils sont faciles à génotyper, on les génotype de manière massive ou on les identifie par séquençage de manière massive, là aussi parce qu'ils sont faciles à identifier. Et très souvent des polymorphismes qui ont plus de 1% de fréquence en population générale. Donc ce n'est pas jamais le marqueur en lui-même que l'on regarde, mais bien une région qui l'attrape par des équilibres de liaison avec des génotypes, des haplotypes qui sont beaucoup plus complexes que ce que l'allèle à risque que l'on croira retenir va présenter. Puis une GWAS, pardon d'être aussi direct, mais c'est un peu nul. C'est quand même de dire, bon, je prends un allèle à risque, et puis je vais regarder s'il y a une différence de fréquence entre des cas et des témoins. On va probablement laisser, peut-être un peu trop, la main aux statisticiens pour qu'on soit sûr et certain que la différence, elle est bien statistiquement significative et qu'on a bien un petit p, qui a été un cauchemar de vos études de médecine peut-être, qui est inférieur à 10-8 pour des bonnes raisons et qu'on a bien fait l'association.
Et puis, on ne fait pas ça une fois. On fait ça des centaines de milliers de fois, des millions de fois, et on a ce qui est joliment appelé, c'est poétique, un Manhattan plot, comme vous le voyez en bas. Et en général, dans les GWAS, en particulier dans les maladies auto-immunes, il y a un pic dans la région 6P21.3, qui est la fameuse région du CMH, avec ces gènes HLA, qui au passage sont pas très bien captés, en tout cas par les SNP, et voire même la diversité structurale naturelle de cette région du CMH, elle est mal captée, y compris dans le génotypage et également dans certaines techniques de séquençage. Donc ces GWAS là, elles ont été appliquées à partir de 2007 de manière massive. Et dans cette diapositive un petit peu compliquée, j'essaye de présenter peut-être une vision de cette génétique de la sclérose en plaques. Avec là aussi beaucoup d'humilité. La première publication, je vous la montrerai tout à l'heure, elle date de 1972. 50 ans d'études génétiques dans la sclérose en plaques, même à l'échelle de l'histoire de la génétique, ça force à l'humilité. Et en gros, il y a une seule région dont on est sûr et certain, c'est un vocabulaire qu'on utilise beaucoup dans le consortium, avec une attention particulière à ne pas publier, à ne pas soutenir de faux positifs. De 72 à 2007, pas grand-chose. Première GWAS en 2007, et l'explosion commence. Un marqueur en dehors de la région du CMH, puis 2, puis 3, puis 16, 60, 110 et 232 dans la dernière publication en 2019, fin 2019, que nous avons sortie dans la revue Science. Cette image donne effectivement lieu à toutes les emphases, de dire qu'on a une progression exponentielle du nombre de marqueurs génétiques. Alors c'est vrai, on passe de 1 à 200. On sait que aucun d'entre eux n'est ni nécessaire ni suffisant et qu'ils agissent tous ensemble. OK. Une des difficultés, c'est finalement le pourcentage de variance qui explique tous ces marqueurs. Finalement, très peu. Donc, on n'a peut-être pas gagné tant que ça en pourcentage de variance expliquée. Et finalement, je l'ai mis en bas. Alors, on peut discuter les calculs d'héritabilité, mais en gros, la région du CMH, elle explique quand même en gros un quart de la variabilité génétique totalement expliquée par nos marqueurs génétiques. Donc ça tempère un peu le progrès. Et puis la deuxième vue, qui est plutôt celle de la flèche d'en dessous, c'est que si on pourrait croire qu'il ne se passe pas grand-chose dans le CMH, en fait, ce n'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que la complexité de la manière dont on rend compte de la nature de l'association, elle évolue doublement. Elle évolue avec les techniques. Les typages HLA n'a pas toujours été fait par séquençage. Il a beaucoup évolué sous l'influence de la biologie moléculaire, de la sérologie, etc. Donc sa nomenclature a évolué, la complexité avec laquelle on a décrit les associations augmente. Et puis en fait, ça préfigure aussi ce que l'on a vu progressivement apparaître dans les autres régions du génome. Un SNP ne suffisait plus à décrire le signal d'association. Et donc ce qui est vrai à partir de 2010-2013, on commence à avoir besoin peut-être de plus d'un SNP dans certaines régions pour bien capter le signal. Donc vous voyez finalement la génétique de la susceptibilité de la sclérose en plaques, elle peut quasiment tenir en une diapositive. Diapositive peut-être un peu plus simple que les figures qui sont issues des fameuses GWAS. Donc ça c'est une des figures proéminentes du dernier papier. On fait ces fameux circus plots où chaque segment de l'arène ou du cercle représente un chromosome. Et vous voyez qu'on est vraiment passé à une autre échelle, pas simplement dans les marqueurs génétiques, mais aussi dans la taille des études. 40 000 scléroses en plaques, c'est autant de prélèvements et de familles qu'on a contactés, 68 000 contrôles avec des réplications. Et cette grosse machine à l'échelle mondiale étant mise en marche, eh bien effectivement, on sort 200 régions autosomales dont on est sûr et certain qu'elles sont associées, qu'il y a quelque chose qui modifie le risque d'avoir une sclérose en plaques. Assez peu de variants sur les chromosomes sexuels, un sur le chromosome X. Et puis, cette fameuse région du CMH, eh bien, on l'a décrit avec 32 associations indépendantes sur lesquelles je reviendrai. Et puis, ça ne s'arrête pas là, en fait, parce qu'à force de publier ces Nature Genetics, ces Nature Science sur la génétique de la sclérose en plaques, on s'est un peu aperçu que c'était en fait tout un dégradé de gris d'associations. Et donc, on a également listé finalement tout le bas de la liste de ces gènes potentiellement associés à la sclérose en plaques.
C'est peut-être, je l'espère d'une certaine manière, l'un des derniers papiers qu'on fera comme ça. En tout cas, il y a une progression qui est assez linéaire et peut-être qu'on n'a pas appris tant de choses que ça entre le papier de référence de 2013 dans Nature Genetics et le papier dans Science de 2019. On a augmenté le nombre de marqueurs. Alors là-dedans, vous pourriez me dire, et vous auriez raison, finalement, il n'y a pas beaucoup de biologie ou même pas beaucoup de compréhension. Alors on injecte un petit peu en fonction des régions génomiques, des fonctions des gènes, vous le voyez en bas, quel type de fonctions sont inclus. En parallèle, on utilise des pathways pour essayer de voir s'il y a une agrégation de certains variants en fonction de pathways fonctionnels, qui indiquent évidemment plutôt un tropisme vers les lymphocytes. Je vous ai remis ici un petit peu quelles étaient les conclusions majeures que l'on traitait à partir de ces enrichissements un peu pour aller au-delà des associations statistiques. Et c'est probablement heureux. Je me suis dit qu'il fallait que je vous les montre. Et donc, j'ai pris la table supplémentaire 8 du papier dans Science, où on liste les fameux 200. Et puis, je les ai simplement triés par odd ratio. Donc, on est les 30 premiers sur les 200 ont un odd ratio qui est à peine supérieur à 1,16. Les 50 premiers à 1,14. Donc, ça modifie finalement très peu le risque de sclérose en plaques. Mais ça doit nous interroger sur la manière dont on pense une maladie polygénique, multifactorielle, qu'elle soit génétique ou finalement au-delà. Si je prends donc juste les 50 premiers parmi les 200, juste des manières d'être des combinaisons, des manières d'être porteurs de fameux allèles identifiés comme à risque, avec toutes les précautions que j'ai prises précédemment, ça fait 10 puissance 15 manières d'avoir des combinaisons. 10 puissance 15, ça fait 10 000 milliards de possibilités. Donc ça fait beaucoup. En fait, ça fait plus que les 120 milliards d'êtres humains qu'on pense que la Terre a jamais portés. Donc c'est une manière de dire que finalement, chaque combinaison de ces gènes, de ces variants fréquents, dont on dit qu'ils ont un risque pour la sclérose en plaques, n'a jamais été testée avant. Donc peut-être que ça doit interroger notre manière de comprendre ces maladies monogéniques. Et puis si un autre calcul, finalement, si on regarde dans les populations européennes, quelle est la probabilité d'être porteur de chacun de ces 50 allèles à risque, on est à peu près à 450 10 puissance 9, donc une chance sur 4 fois la population d'Homo sapiens qu'on estime à 120 milliards d'êtres humains. Donc ça défie un peu peut-être l'idée que la nature se répète ou quelque chose de répétitif qu'on observerait à travers nos études. Les statisticiens, en fait, ils comprennent pas ça. En fait, c'est l'exact inverse de la manière dont ils regardent un phénomène biologique. Ils le voient comme la réalisation d'un phénomène aléatoire, mais qui se répète. Donc ça doit peut-être interroger notre manière de comprendre jusqu'à ces maladies multifactorielles. Quelques mots sur les variants rares dans la sclérose en plaques. En fait, on n'en a pas trouvé beaucoup. On en suggère quelques-uns. On l'a fait dans une publication dans Cell pour, on va dire, trois variants rares. Il y en a quelques autres qui sont de bons candidats dans des études familiales, mais on ne les a pas trouvés avant. Donc finalement, assez peu de variants rares dans ces études de sclérose en plaques, malgré toutes les études auxquelles on permet de contribuer et de mettre en place le consortium IMSJC. Donc dans cette publication-là, on est sur des variants qui sont en dessous de 5% de fréquence, avec certains gènes qui sont évidemment toujours séduisants dans les hypothèses biologiques qu'ils permettent de formuler. Mais même ça, c'est peut-être un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on va se ramener à une forme ou une explication biologique qui ramènerait à un gène ou à une fonction. Donc comme promis, je pense que c'est intéressant aussi de regarder la région du CMH, celle qui porte les gènes HLA, et avec beaucoup d'humilité, et pour avoir revu l'un des auteurs très récemment,
En fait, on sait qu'il y a quelque chose dans la région HLA et dans la sclérose en plaques depuis 72. Ça commence à faire un bail, comme on dit. Et si on fait un saut dans le temps, voici la description qu'on en donnait en 2015 dans la publication dans Nature Genetics. Et je vous avoue que même pour l'avoir beaucoup discuté et avoir contribué dans le consortium, j'en suis pas très fier. Puisqu'on a comparé à l'époque 11 000 cas, 30 000 contrôles avec des centres, avec principalement un ajustement pour des Européens. Et ce qu'on en sort dans ce tableau-là, c'est un espèce de modèle log additif corrigé pour des effets qui sont pris sur un modèle mendélien, c'est-à-dire avec des corrections. Vous voyez dans le haut du tableau, bah oui, il y a un effet de DRB11501, mais il n'est pas tout à fait linéaire. Donc on va faire une correction pour les homozygotes, une manière de réfléchir qui est typiquement mendélienne. Et je ne suis pas sûr que quand on sort un modèle statistique comme ça, on ait finalement beaucoup on ait vraiment fait avancer la compréhension biologique de la contribution du CMH dans cette maladie. Les choses s'empirent en 2019 puisque c'est un modèle qu'on appelle indépendant, mais qui comporte en fait 32 signaux. Et donc on va mélanger à la fois des marqueurs SNP de la région, certains allèles HLA qui ont été identifiés à partir des séquences. Et puis, on est parfois revenu à une identification des allèles HLA, non pas selon la nomenclature développée en particulier dans les transplantations de cellules souches hématopoïétiques, mais avec des positions et des acides aminés qui peut-être donneraient un peu plus de sens biologique. Mais pour autant, c'est une interprétation qu'on ne peut pas faire. Et donc ça, c'est la vue peut-être la plus avancée à travers ces analyses de GWAS, mais finalement un peu décevante du point de vue de l'information ou du modèle, de ce que cela nous dit, pour aider à mieux comprendre ce qu'est la sclérose en plaques. Donc vous l'avez bien senti, dans ces études de GWAS, finalement, on a cette sous-tendu par une organisation mondiale, effectivement, on développe des connaissances qui sont finalement mues par des analyses de plus en plus populationnelles. Et il est quand même bon parfois, en particulier quand on a la génétique clinique en tête, de penser à un retour à l'individu. Pour autant, je ne suis pas en train de donner à cette génétique multifactorielle une valeur dans la clinique. Je pense que c'est encore assez compliqué. Et pourtant, assez tôt dans le consortium, eh bien, on a développé des analyses qu'on appelle aujourd'hui des risques de polygenic risk score, des PRS, que l'on avait appelé à l'époque peut-être un MSGB, un score de fardeau génétique de la sclérose en plaques, qui n'a d'autre ambition que de dire: est-ce que je ne peux pas résumer à l'échelle individuelle combien un individu accumule de ces variants génétiques que l'on a identifiés? Est-ce qu'il en accumule beaucoup ou est-ce qu'il en accumule pas du tout? On ne remet pas en question l'association de chacun de ces marqueurs, mais on essaye d'avoir une vision peut-être un peu accumulée. Alors on peut faire, finalement, il suffirait de compter le nombre d'allèles à risque, on fait des scores un peu plus évolués. En tout cas, ça nous permet peut-être de revenir à une échelle individuelle sans pour autant pouvoir le voir. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, j'y ai en partie contribué. Encore une fois, je vais le redire, certainement pas pour prédire la maladie. Donc ça, c'est le panel du milieu qui montre que les courbes de prédiction de la maladie sont absolument non informatives. On essaye de prédire quelque chose qui est relativement rare avec une combinaison de variants fréquents. C'est quasiment peine perdue d'emblée. C'est l'est peut-être un petit peu moins dans la figure qui est à gauche. Donc c'est l'utilisation de ces scores de PRS ou de MSGB. Chaque patient est un point. Et là, on l'a regardé en fait dans les familles. On s'est dit, mais finalement, est-ce que quand on a un patient qui est atteint de la sclérose en plaques dans la famille, est-ce que son score est informatif, effectivement? Et est-ce qu'on ne peut pas, pour ces apparentés, utiliser ce score, utiliser le contraste qu'il y aurait entre le probant comme niveau de référence et puis et la fratrie? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, on a les mêmes niveaux de score chez les apparentés atteints. On a un score qui est un peu plus élevé chez les non-apparentés. Il est plus élevé en particulier que la population générale, qui est la colonne de droite. Pour autant, c'est tellement variable que le delta n'a aucune valeur informative.
Donc là encore, c'est la frustration de cette génétique multifactorielle où on sait beaucoup de choses, on peut faire des associations statistiques et pour autant aucune pertinence au niveau individuel. Dans la figure de droite, encore une autre application de ces scores de risque génétique, dont le mérite est de revenir à une vision individuelle, peut-être pour tester d'autres sous-groupes. Le premier sous-groupe auquel on peut penser dans la sclérose en plaques, c'est se dire, mais finalement, entre ces patients qui ont le même diagnostic et ceux qui vont avoir une progression continue et ceux qui vont mettre du temps à devenir progressifs ou qui vont évoluer par palier, c'est peut-être pas la même génétique, surtout quand on a à peu près un ratio de 1 pour 9. Eh bien, la réponse est non. On a en moyenne exactement le même niveau moyen de risque de la sclérose en plaques entre les formes progressives d'emblée et les autres formes. Donc il n'y a pas de particularité dans pourtant des modes d'évolution, on pourrait dire des phénotypes très différents d'une même maladie, et puis beaucoup de ramifications autour de la génétique des scléroses en plaques en dehors des populations d'origine européenne. Alors, une fois qu'on a parlé un peu de la susceptibilité de la génétique, effectivement, souvent, même y compris du point de vue des cliniciens, ce serait plus intéressant d'avoir des marqueurs génétiques de la progression, surtout en l'absence de marqueurs ou de biomarqueurs, même si certains régulièrement sont prometteurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas une génétique de la progression de la sclérose en plaques ? Bien là, les résultats sont aussi un peu décevants. Alors ça fait très longtemps, j'ai pris l'une des dernières publications, qu'on suggère que la région du HLA serait non seulement un marqueur de susceptibilité, mais aussi un marqueur de sévérité de la maladie. On peut penser à des associations dans d'autres maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien, à grand renfort d'études d'IRM, on a finalement des associations qui sont extrêmement faibles et pas toujours faciles à reproduire. Il y a un petit peu régulièrement une traduction de la susceptibilité génétique sous forme de certains marqueurs biologiques comme les bandes oligoclonales. On a un petit peu, quand on a plus de susceptibilité, peut-être un peu plus de maladies qui apparaissent plus tôt, avec un âge précoce chez les patients. On cherche dans les outcomes d'imagerie peut-être des phénotypes plus faciles à corréler avec les génétiques, mais finalement les associations sont assez faibles, avec probablement aucune utilité clinique, et puis derrière quand même beaucoup d'interrogations sur les biais qui sont possibles. Ce qui me semble intéressant ici, c'est de s'interroger peut-être sur comment, historiquement, on a pensé que le HLA allait se traduire d'un facteur de susceptibilité à un facteur de sévérité, mais en fait il n'y a aucune raison pour qu'un facteur de susceptibilité soit aussi un marqueur de sévérité. C'est une vision finalement un peu naïve d'une action qu'on ne comprend pas par ailleurs, d'un mécanisme génétique. Alors d'abord, on peut se rappeler qu'il n'est pas si clair dans la littérature et dans l'expérience de savoir si on a non seulement des familles de sclérose en plaques, mais des familles de sclérose en plaques où la sévérité serait partagée entre les frères et sœurs. Et puis, c'est malgré tout, autant on arrive à peu près à se mettre d'accord à l'échelle mondiale sur qu'est-ce que c'est qu'un patient sclérose en plaques, c'est beaucoup plus compliqué de s'accorder, de partager des phénotypes quantitatifs reproductibles dans des grandes études multicentriques avec des patients qui, et c'est heureux par ailleurs, sont traités. Donc la dernière publication du consortium est encore en soumission, en révision. Pourtant, on a communiqué un certain nombre de ces résultats sous forme de préprint. Et donc je vous les communique avec plaisir. Donc là encore, on reprend un peu la marche à suivre qui a été la nôtre dans la susceptibilité. C'est plus de 13 000 patients dont on va regarder cette fois-ci les phénotypes, on va regarder leur génétique. Et il y a un marqueur qui sort de cette étude qui semblerait plutôt indiquer que c'est complètement indépendant de la susceptibilité. Vous voyez qu'on ne retrouve pas complètement non plus les associations avec la région HLA qu'on aurait imaginé trouver. Et puis, donc dans ces résultats, il y a effectivement plutôt une association qui semblerait être un marqueur de la résilience du système nerveux central, donc face à l'état d'inflammation chronique et face aux poussées de la sclérose en plaques. Mais finalement, pas de tous ces marqueurs qu'on avait établis en susceptibilité ne trouvent pas une traduction immédiate dans ces études de sévérité ou de progression de la maladie.
Alors quelques mots, si on a le temps, Dominique, pour évoquer qu'est-ce qu'on fait en France et peut-être aller un peu en marge de la CEP en tant que telle. Donc Bertrand Fontaine m'a fait l'amitié de me passer le relais sur la collection nationale d'échantillons génétiques de la sclérose en plaques, donc avec plus de 10 000 échantillons qui ont été mis en sécurité au Centre de ressources biologiques à Nantes. Ce travail s'inscrit dans le consortium mondial de la génétique de la sclérose en plaques, qui là aussi voit des générations se succéder. Et je voudrais vous partager trois projets en cours. D'abord, on a en France la chance d'avoir un travail remarquable qui a été fait par l'Observatoire français de la sclérose en plaques, et y compris jusqu'à sa cohorte à haute définition. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de génétique dans cet effort, à la fois pour la cohorte à haute résolution et puis plus largement dans d'autres sous-groupes de l'Observatoire français de la sclérose en plaques. C'est un trou dans la raquette que nous sommes en train de combler avec 2400 patients pour lesquels on va pouvoir peut-être mieux qu'ailleurs avoir des phénotypes homogènes en s'appuyant sur la qualité du travail de l'ensemble des neurologues qui contribuent à l'OFCEP-HD et prendre le relais avec des techniques d'analyse et en particulier les techniques d'analyse HLA qui me sont particulièrement chères. On a repris également peut-être une approche qui était un peu délaissée sur les trios qui ont été historiquement collectés dans la France entière. Peut-être qu'on sera dans les années qui viennent capable de relancer la collecte à la fois des trios et des familles un peu particulières dans la sclérose en plaques. Mais on a surtout établi le séquençage de ces 800 trios, d'abord pour vérifier la présence d'un variant rare dans un groupe de collègues. Donc je me réjouis qu'on ait pu relancer, en fait finalement construire sur la collecte de ces ADN, dont certains ont été collectés il y a 20 ans, eh bien, être capable de poser de nouvelles questions à partir de ces ressources. Dernier projet français particulièrement intéressant qui, pour moi, illustre très bien le potentiel que nous avons et que nous mettons parfois un petit peu de temps à exploiter. Eh bien, on a une des plus grandes collections et des mieux caractérisées de patients atteints de neuromyélite optique, la NMO, la maladie de De Vic. Et au départ, on a fait une étude un peu exploratoire, où on utilise ces fameux scores de PRS qui, encore une fois, ont mauvaise presse pour la clinique, mais qu'on n'utilise pas du tout pour prédire quoi que ce soit. On s'est dit, tiens, dans la NMO, avant c'était des scléroses en plaques, maintenant on les a mis à part. Qu'est-ce que ça dit, non pas individuellement, mais à l'échelle de groupe, dans la sclérose en plaques? Et c'est la figure que vous voyez à droite, là, dont les couleurs ne sont pas très bien choisies, mais où on va comparer le niveau moyen de score de risque génétique pour la sclérose en plaques chez les témoins, celui dans le groupe intermédiaire qui sont les NMO, et celui de l'autre référence, qui sera un contrôle positif des patients de sclérose en plaques. Vous voyez que ces NMO, elles sont un peu entre les deux. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui tendent plutôt à aller vers la sclérose en plaques du point de vue de leur architecture génétique, pas individuellement, mais en tant que groupe. Et puis inversement, il y en a d'autres qui sembleraient plutôt emmener le sous-groupe vers plutôt les témoins sains. Quand on regarde la distribution de ces scores de génétique, on ne voit pas vraiment de multimodalité. Pourtant, dans la maladie, dans la NMO, en fait, on a des sous-groupes qui sont définis cette fois-ci immunologiquement, et c'est la figure en gris en bas au milieu, où en fait on a une graduation en fonction des sous-types, en fonction de la présence d'auto-anticorps. Pour les anti-aquaporine 4, eh bien, on est plutôt proche de la sclérose en plaques. Et puis d'autres patients, en particulier les doubles négatifs, étant qu'ils le sont plutôt du côté des témoins sains. Donc ce sont des résultats qui nous ont encouragés à aller plus loin, à développer plus d'analyses. Donc à faire une analyse GWAS selon les meilleurs standards actuels, en particulier en s'intéressant de manière assez précise à l'ancestralité génétique des patients. Alors vous êtes peut-être familier avec ces analyses, hein. On projette chacun de nos patients dans la diversité génétique telle qu'elle est connue mondialement. Alors en France, on n'est pas très bon pour collecter les origines ethniques des patients, hein. C'est quelque chose qui est assez naturel dans le milieu anglo-saxon. On va se déclarer
comme angevin, comme vendéen, comme alsacien. Nous, on est tous français. Pour autant, quand on fait des comparaisons génétiques avec ces statistiques finalement un peu sensibles, on a vraiment besoin d'être sûr qu'on ne confond pas une différence d'ancestralité génétique, voire y compris quand elles sont multiples. Donc on fait ces analyses de manière très précise, ça nous amène à exclure certains patients, et on a quelques résultats en cours de confirmation en analyse de génome entier qui tenderaient à montrer qu'il existe aussi des polymorphismes des variants fréquents qui augmentent le risque de la sclérose en plaques, potentiellement sur un fond génétique favorable à la sclérose en plaques. D'habitude, je présente plutôt la génétique comme un point de départ et qui m'a amené vers d'autres champs de recherche. Je suis très heureux d'être avec vous parce que je peux faire l'inverse, jouer à domicile dans la génétique et puis vous parler de deux perspectives que j'ai choisies en guise de conclusion. La première, c'est le RHU qu'on a mené avec le professeur Gilles Aidant à Rennes. Vous voyez qu'on s'entend non seulement très bien avec les Angevins, mais aussi avec les Rennais. Et donc, on a obtenu dans la 5e vague des projets RHU un projet qu'on a appelé Primus, dont l'objectif est de développer un CDSS. Alors, un CDSS, c'est un Clinical Decision Support System. C'est un outil d'aide à la décision. Il n'y a pas de génétique, mais c'est bien sur les bases de la génétique qu'on a imaginé finalement comment est-ce qu'on allait gérer cette question de variabilité qui est absolument majeure quand on manipule de la génétique ou des scores de risque génétique. Et donc dans le projet Primus, en fait, on développe sur la base de prototypes qui ont été développés dans mon équipe un outil qui prend comme point de départ un patient, donc c'est finalement une approche extrêmement translationnelle, et qui va aller chercher dans des bases de données de référence des patients qui lui ressemblent pour voir comment il évolue, comment il se comporte. Et ces bases de référence sont bien entendu celles de l'Observatoire français de la sclérose en plaques, mais c'est aussi les entreprises de médicaments que nous avons convaincus de nous donner un accès plein et entier et individuel aux données des essais cliniques. Et donc je suis particulièrement content qu'on puisse développer ce projet avec les premières publications qui en sortent. La deuxième perspective nous fait sortir de la génétique, puisque Dominique l'a dit, en fait, je dirige au CHU Nantes la clinique des données. Donc, ce n'est pas un service de génétique médicale. Et pour autant, c'est sur les fonds, sur les développements qui sont pionniers dans la génétique, que nous avons déployé une gouvernance autour de l'entrepôt de données de santé. Ces entrepôts de données de santé, un peu comme dans cette génétique multifactorielle, parfois, les données elles sont là avant qu'on ait la question qu'on va leur poser. En génétique, finalement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a des familles pour lesquelles on a les marqueurs génétiques qui ont été découverts 10-15 ans après leur collection étaient là. Donc pour nous, c'est assez naturel. Et donc, un entrepôt de données de santé, en fait, c'est une organisation à l'intérieur d'un établissement qui permet de recycler les données de santé. Là aussi, notre tradition génétique, on a l'habitude de recycler les données de santé. Il se trouve que j'ai pris en charge toute la partie HLA du projet 1000 génomes à son démarrage. Mais ce sont des données qui ont été largement partagées dans le monde entier, qui ont permis de produire beaucoup de travaux. Donc c'est à la fois une expertise, mais aussi un contrôle. Et donc sur cette base de génétique, eh bien, nous avons organisé de manière coordonnée également dans tout l'ouest de la France le déploiement de ces entrepôts de données de santé qui se développent et qui permettent d'avoir accès à l'ensemble des données qui sont produites par l'activité de soins d'un établissement. Aujourd'hui, au CHU de Nantes, c'est 1,5 million de patients, c'est 540 millions de données structurées et c'est aussi 62 millions de documents textuels pour lesquels on va utiliser des algorithmes, un peu comme ceux qui sont les nôtres quand on fait des alignements de génome ou qu'on fait des imputations. On va utiliser des algorithmes comme outil pour aller chercher cette information et interpréter, réinterpréter peut-être, enrichir sans doute les informations qui sont dans la prima materia étaient celles du soin. Et donc, c'est vraiment en généticien que j'ai pu relever avec toute l'équipe du CHU de Nantes et puis mes collègues du Grand Ouest le développement de ces entrepôts de données de santé qui devrait vous paraître en fait naturel dans la manière de créer de la valeur à partir de données existantes comme on peut le faire en génétique. Donc j'ai la chance de travailler avec deux équipes, une plutôt orientée neurologie et l'autre sur le HLA, la transplantation.
la génétique de la sclérose en plaques, eh bien, elle a commencé là aussi à l'ICM avec Bertrand Fontaine et toute son équipe, tous les contributeurs historiques du réseau national de référence de génétique de la sclérose en plaques. Et puis, on va essayer de lui prolonger son avenir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Pierre-Antoine. On a le temps pour quelques questions. Merci beaucoup, c'était vraiment extrêmement clair. Et puis ça répond un peu au brûlot qu'il y a eu dans le monde contre le score polygénique il y a 15 jours, qui taxe ceux qui l'utilisent de génistes ou pratiquement. Des questions? Excusez-moi, je vois rien. Oui, Sylvie. Oui, merci beaucoup. J'ai trouvé ça passionnant d'avoir tout ce panorama-là, parce qu'à Rennes, on entend beaucoup parler de la sclérose en plaques avec le professeur Gilles Audin, qui est notre maître local, on va dire, et notamment du gros projet qu'il mène avec vous là, pour le RHU. Et j'ai pas très bien compris. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très intéressant, cet algorithme-là qui va être développé de façon très concrète pour le patient, pour un traitement personnalisé. On rêve tous de ça. Et finalement, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'actuellement, enfin, je vais être un peu cash, est-ce qu'il y a une utilité clinique à ces études-là de GWAS et de score polygénique? Non. Question directe, réponse courte. Non, il n'y en a pas. Ceux qui pensent qu'il y en a, vraiment pour moi c'est simple. Hein, on ne peut, ce sont des variants fréquents, c'est une pathologie rare, ça ne servira pas à rien pour le diagnostic. Ça peut déplacer un peu le curseur dans un sens ou dans l'autre, mais finalement tellement peu que ça n'a pas de pertinence clinique. C'est très frustrant hein, de dire qu'on a autant de savoir en population, mais ça ne se traduit pas à l'échelle individuelle. Hein. Et très souvent, dans le domaine médical, hein, on fait la confusion dans le langage. On parle de facteurs prédictifs. Gilles le fait parfois un peu. Mais on fait un facteur associé en population. Ce n'est pas parce que le facteur est associé en population qu'il a une utilité clinique directe. Au café, je pourrais prendre quelques analogies sur cette mécompréhension des associations. Pour autant, ce n'est pas comme si on ne savait rien. C'est aussi, alors c'est beaucoup de choses qu'on a mis en avant dans les publications, mais ça permet peut-être d'identifier des cibles thérapeutiques. Alors, effectivement, certains des gènes qu'on a trouvés, il y en a quand même 200, sont des bonnes cibles thérapeutiques. Mais aucune utilité clinique. C'est pour que je reconnais le caractère très audacieux de vous avoir proposé un topo sur la génétique de la sclérose en plaques. Juste une question pour des techniques peut-être un peu plus dans le futur, mais de faire du long range, de trouver des expansions qui pourront être expliquées certaines de ces... Je sais qu'il n'y a pas de forme familiale vraiment définie, mais on ne peut pas savoir s'il n'y a pas d'autres types d'anomalies qui pourraient expliquer ça, qui ne sont pas que des SNP. Alors c'est une très bonne question. C'est une des idées qu'il y a derrière le fait d'avoir lancé le séquençage de 800 trios. C'est un gros effort de séquençage. Initialement, on le fait pour confirmer un variant rare candidat d'un autre groupe. Donc, on saisit cette opportunité. Moi, je crois que, en particulier, le fait de regarder des familles va nous permettre de mieux phaser, de mieux séquencer et peut-être d'avoir une vision un tout petit peu plus fine des marqueurs. Tout en gardant quand même en tête que chacune des combinaisons des marqueurs qu'on a déjà, même si on prend les 50 ou les 30 premières, sont finalement uniques et il n'y a pas de répétition. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'on change un peu notre manière de regarder la modulation d'un risque de sclérose en plaques. Une dernière question. Petite question, petit commentaire, c'est ici. Sur le risque, le score de risque polygénique, en fait, à l'heure actuelle, de toute façon, il y a peu d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'impact préventif qu'on pourrait imaginer. À l'heure actuelle, à ma connaissance, la seule déclinaison clinique potentielle à court terme, je suis là. Oui, je vois. Oui. Il y a une question à gauche, je sais pas. C'est sur les AVC, sur les facteurs de risque génétiques d'AVC qui, éventuellement, si un autre ratio était très élevé, ou en tout cas suffisamment élevé à partir d'un seuil, pourrait permettre une surveillance accrue et la mise en place de traitements dits préventifs pour diminuer le risque vasculaire. Là, dans la sclérose en plaques, c'est vrai que
bon, il n'y a pas d'intérêt sur le plan de traitement, mais même sur l'aspect préventif, vous avez abordé la vulnérabilité génétique. On connaît un certain nombre d'événements environnementaux qui favorisent le déclenchement de ces maladies. Est-ce que vous envisageriez quelque part la possibilité d'une prévention chez les sujets les plus à risque vis-à-vis de ces événements qui vont déclencher la maladie? Non, clairement non. Peut-être que ça changera, mais il y a quelques études qui ont été faites et qui ont souvent été arrêtées dans des fratries. Là aussi, je trouve que c'est toujours intéressant de dire, voilà, les familles sont plus à la mode, on fait des GWAS, d'accord, mais ainsi des familles, et finalement c'est un effort de collecte qui repose sur les services, on en est bien conscient. Donc il y a des études qui ont été faites, en particulier à l'apparition au